Chapitre 24. Ensuite. Dans la grande bibliothèque de Jaamp se trouve une tapisserie qui, dit-on, représente une carte de la route à suivre à travers les montagnes pour accéder au désert des pluies. Comme pour nombre de cartes et de livres de Jaamp, ces informations avaient été jugées si vitales qu'elles furent codées sous forme d'énigmes et de rébus. Parmi bien d'autres images apparaissent sur la tapisserie celle d'un homme aux cheveux noirs et au teint sombre, massif et musclé, qui porte un bouclier rouge, et, dans le coin opposé, celle d'une créature à la peau dorée. Là, le tissage a été victime des mythes, et s'est effiloché, mais on peut encore se rendre compte qu'à l'échelle de l'œuvre, l'être est beaucoup plus grand qu'un homme, et que par ailleurs, il est peut-être pourvu d'ailes. Selon la légende de Castelserre, le roi Sagesse chercha et découvrit les anciens en suivant un chemin secret à travers les montagnes. Ces deux images représentent-elles un ancien et le roi Sagesse? La tapisserie indique-t-elle la route qui permet d'accéder au-delà des monts, au pays des anciens, au désert des pluies? Beaucoup plus tard, j'appris qu'on m'avait trouvé sans connaissance, couché contre le corps de Buric, sur le carrelage des bains. Je tremblais comme si j'avais la fièvre, et on ne put me réveiller. C'est Jonqui qui nous avait découverts, bien que je n'ai jamais su comment elle avait pensé à chercher dans les bains. Je la soupçonne d'avoir été à Aïod, ce qu'Imbre était à Subtil. Peut-être pas un assassin, mais quelqu'un qui avait les moyens de savoir ou d'apprendre presque tout ce qui se passait dans le palais. Quoi qu'il en fût, elle prit la situation en main. Buric et moi fûmes isolés dans un appartement séparé du palais, et je crois bien que, pendant quelques jours, personne de Castelserre ne sut où nous étions, ni si nous étions encore vivants. Elle nous soigna elle-même avec l'aide d'un vieux serviteur. Je repris conscience 2 jours après le mariage, et je passai les 4 suivants, les pires de toute ma vie, au lit, les membres convulsés de spasmes incontrôlables. Je somnolais souvent, abruti d'une fatigue désagréable, et je faisais des rêves où je voyais vérité comme s'il était devant moi, ou bien je le sentais martyrisé. Ces rêves d'art me restaient hermétiques. Je percevais seulement son inquiétude pour moi, plus quelques vagues bribes, telles la couleur des rideaux de la pièce où il se tenait, ou le contact d'une bague qu'il tournait distraitement à son doigt tout en essayant de m'atteindre. Parfois, un spasme plus violent que les autres me jetait hors du sommeil, et les convulsions me tourmentaient jusqu'à ce que je m'assoupisse à nouveau, épuisé. Les périodes de conscience n'étaient pas plus plaisantes, car Buric était étendu sur une paillasse non loin de moi, et ne se manifestait guère que par sa respiration rauque et laborieuse. Son visage était enflé et décoloré au point d'en être méconnaissable. Dès le début, Jonqui m'avait laissé peu d'espoir. Ou bien il ne survivrait pas, ou bien, dans le cas contraire, il était peu probable qu'il fût le même. Mais Buric avait déjà trompé la mort auparavant. Ses enflures diminuèrent progressivement. Ses ecchymoses violacées disparurent, et une fois qu'il eut repris connaissance, il se remit rapidement. Il n'avait plus aucun souvenir de ce qui s'était passé après qu'il m'avait emmené des écuries, et je ne lui en révélais que le strict nécessaire. C'était déjà plus qu'il n'aurait dû en savoir pour sa propre sécurité, mais je le lui devais bien. Il fut capable de se lever longtemps avant moi, bien qu'au début il fût pris d'accès de vertige et de migraine, mais bientôt il put aller visiter les écuries de Jaamp et explorer la ville à loisir. Il revenait le soir, et nous bavardions longuement, paisiblement. Nous évitions les sujets sur lesquels nous nous savions en désaccord, et il y avait des parties de ma vie, telles celles qui concernaient Imbre, que j'étais obligé de lui cacher. La plupart du temps, nous discutions des chiens qu'il avait connus, de ses jours d'autrefois avec chevalerie. Un soir, je lui parlais de Molly. Il resta silencieux un moment, puis me dit qu'à ce qu'il savait, le propriétaire de la chandellerie Baume d'Abeille était mort, criblé de dettes, et que sa fille, qui avait espéré hériter, s'en était allée vivre chez des parents dans un autre village. Il ne se rappelait pas lequel, mais connaissait quelqu'un qui le saurait. Il ne se moqua pas de moi, et me conseilla gravement d'être sûr de mes sentiments avant de la revoir. Auguste n'artisa plus jamais. On l'emporta inconscient de l'estrade, mais dès qu'il sortit de son évanouissement, il exigea de voir Royal sans délai. Je pense qu'il lui délivra le message de vérité,
car si Royal ne vint pas à notre chevet, à Burick ni à moi, Kettricken le fit, elle, et elle nous apprit que Royal s'inquiétait fort de notre santé, et souhaitait que nous nous remettions complètement de nos accidents, car il m'avait pardonné comme il l'avait promis à la princesse. Elle m'expliqua que Burick avait glissé, et s'était cogné la tête en essayant de me tirer du bassin où j'étais tombé, pris de convulsions. J'ignore qui avait concocté cette fable, Jonquille peut-être, mais je crois qu'Imbre lui-même n'en aurait pas inventé de meilleure. Par ailleurs, le message de vérité marqua pour Auguste la fin de son rôle de chef de clan et de toute pratique de l'art, autant que je le sache. Je ne sais pas si c'était par peur, ou bien si son talent avait été pulvérisé par la puissance du prince. En tout cas, il quitta la cour et s'en fut à Flétrybois, où régnait autrefois chevalerie et patience. Je crois que c'est devenu un homme sage. Après son mariage, Kettricken et Toujahan portèrent pendant 1 mois le deuil de Rurisk. De mon lit de convalescence, c'était perceptible, surtout par des sons de carillon, des psalmodies et le parfum des encens qu'on brûlait par toute la ville. Tous les biens de Rurisk furent distribués, et Yod vint me voir en personne pour me remettre un anneau d'argent tout simple que portait son fils et la pointe de la flèche qui lui avait transpercé la poitrine. Il ne parla guère, sinon pour m'expliquer ce qu'étaient ces objets et m'enjoindre de chérir ses souvenirs d'un homme exceptionnel. Lorsqu'il s'en fut, je me demandais encore pourquoi c'était à moi qu'on avait décidé de les donner. Le mois passé, Kettricken mit fin à son deuil, et elle vint nous souhaiter à Burick et à moi une prompte guérison et nous faire ses adieux jusqu'à ce que nous nous revoyions à Castelser. Son bref contact d'art avec Vérité avait dissipé toutes ses réserves à son sujet. Elle parlait désormais de son époux avec fierté, et se rendait de bon cœur à Castelser, sachant qu'on la donnait à un homme honorable. Ce n'était pas à moi de chevaucher à ses côtés à la tête de la procession qui l'amenait à son nouveau foyer, ni d'entrer dans Castelser précédé de trompes sonnantes, de jongleurs et d'enfants agitant des clochettes. C'était le rôle de Royal, et il s'y prêta gracieusement. Il semblait prendre très au sérieux l'avertissement de Vérité. Je ne crois pas que son frère lui pardonnât entièrement, mais il classa les complots de Royal comme s'il s'agissait des mauvais tours d'un enfant mal élevé, ce qui, je pense, effraya bien plus son cadet qu'une réprimande publique. L'empoisonnement fut mis sur le compte de Chahut et de Severens par ceux qui étaient au courant de l'affaire. Après tout, c'était Severens qui s'était procuré le produit et Chahut qui avait livré le vin de pomme à Rurisk. Kettricken feignit d'être convaincu que les 2 hommes avaient agi portés par une ambition déplacée, au nom d'un maître qui ne savait rien. Et, officiellement, la mort de Rurisk n'eut jamais rien à voir avec un empoisonnement. Quant à moi, mon métier d'assassin demeura secret. Quelles que fussent les prétentions de Royal, il se conduisit extérieurement comme un jeune prince qui escortait gracieusement l'épouse de son frère vers son nouveau foyer. Ma convalescence fut longue. Jonquille me soignait avec des herbes qui, disait-elle, répareraient ce qui avait été endommagé. J'aurais dû essayer d'apprendre le nom de ces plantes et les techniques qu'elle employait, mais, comme mes doigts, mon esprit laissait tout lui échapper. D'ailleurs, je n'ai guère de souvenirs de cette période. Je me remettais de mon empoisonnement avec une lenteur exaspérante. Jonquille s'efforça de me distraire en m'obtenant du temps de visite à la grande bibliothèque, mais mes yeux se fatiguaient rapidement et j'avais souvent des crises de tremblement oculaire. Je passais donc la plupart de mes journées dans mon lit, à réfléchir. Je me demandais un temps si j'allais revenir à Castelser. Pouvais-je encore être l'assassin de Subtil? Et puis, si je retournais à la forteresse, je serais obligé d'occuper une place inférieure à celle de Royal à table, et lorsque je regarderais mon roi, je le verrais à sa droite. Je devrais le traiter comme s'il n'avait jamais essayé de me tuer, ni de m'utiliser pour empoisonner un homme que j'admirais. Je m'en ouvris un soir à Burick. Il m'écouta calmement, puis il dit « À mon avis, ce ne sera pas plus facile pour Kettricken que pour toi. J'aurais du mal, moi aussi d'ailleurs, à regarder un homme qui a voulu m'assassiner et à lui donner du « mon prince ». C'est à toi de décider. Je n'aimerais pas qu'il ait l'impression que nous nous cachons de lui par crainte, mais si tu préfères aller ailleurs, nous irons ailleurs.
C'est à cet instant, je crois, que je compris ce que signifiait la boucle d'oreille que je portais. L'hiver n'était plus une menace, mais une réalité, quand nous quittâmes les montagnes. Buric, Pogne et moi arrivâmes bien après tout le monde à Castelserre, car nous prîmes notre temps pour voyager. Je me fatiguais facilement, et mon énergie passait par des hauts et des bas imprévisibles. Je m'écroulais aux moments les plus inattendus, et je tombais de ma selle comme un sac de grains. Alors les autres s'arrêtaient pour me remettre à cheval, et je me forçais à tenir bon. Bien des nuits, je me réveillais tremblant comme une feuille, incapable fût-ce d'émettre un cri, et ces crises étaient lentes à s'apaiser. Mais pire, je crois, étaient les nuits où je n'arrivais pas à me réveiller, perdu dans un cauchemar où je me noyais interminablement. De l'un d'eux, j'émergeais face à Vérité. « Tu fais un vacarme à réveiller les morts, » me dit-il d'un ton enjoué. « Il faut qu'on te déniche un maître qui t'apprenne au moins à te contrôler. Ketriken commence à trouver bizarre que je rêve si souvent de noyade. Je dois remercier le ciel, j'ai l'impression, que tu aies dormi à point fermé pendant ma nuit de noces. » « Vérité » fis-je abruti de sommeil. « Rendors-toi, » répondit-il. « Galen est mort et j'ai serré la bride à Royal. Tu n'as rien à craindre. Rendors-toi et cesse de rêver si fort. »« Vérité, attendez !» Mais mes tâtonnements pour l'atteindre rompirent le contact ténu de l'art, et il ne me resta plus qu'à suivre son conseil. Notre voyage se poursuivit, et le temps se détraqua de plus en plus. Nous mourions tous d'envie d'être arrivés, bien longtemps avant d'être parvenus à destination. Buric avait jusque-là apparemment négligé les compétences de Pogne. Le jeune homme faisait montre d'un savoir-faire discret qui inspirait confiance aux chevaux et aux chiens, et il finit par remplacer Cobb et moi-même aux écuries de Castelserre. Mais l'amitié qui fleurit entre Buric et lui me rendit sensible à ma propre solitude plus que je n'ose l'avouer. À la cour de Castelserre, la mort de Galen était passée pour une tragédie. Ceux qui le connaissaient le moins étaient ceux qui parlaient de lui avec le plus de bienveillance. Manifestement, il avait dû se surmener pour que son cœur le lâche si jeune. On envisagea même de baptiser un navire de guerre de son nom, comme s'il s'agissait d'un héros mort pour le royaume. Mais Vérité ne donna jamais droit à cette idée, et elle ne se réalisa pas. Sa dépouille fut renvoyée à Labour pour y être inhumée avec tous les honneurs. Si Subtil soupçonna jamais ce qui s'était joué entre Vérité et Galen, il le dissimula bien, et ni lui ni Imbre ne m'en parlèrent jamais. La disparition de notre maître d'art, sans même un apprenti pour le remplacer, était une affaire grave, surtout avec les pirates rouges sur notre ligne d'horizon. Cela, on en discutait ouvertement. Mais Vérité refusa toujours catégoriquement d'envisager comme successeur Sereine, ni aucun autre élève formé par Galen. Je n'ai jamais su si Subtil m'avait ou non livré en pâture à Royal. Je ne lui posai jamais la question. Je ne fis même jamais part de mes soupçons à Imbre. Je suppose que je n'avais pas envie de le savoir. J'évitais autant que possible que ma loyauté en soit affectée, mais, au fond de mon cœur, quand je disais mon roi, je pensais à Vérité. Le bois que nous avait promis Rurisque parvint à Castelserre. Les troncs avaient été convoyés par voie de terre jusqu'à l'Avin, sur laquelle ils avaient navigué jusqu'à Turlac, et de là jusqu'à Castelserre par la Serre. Ils arrivèrent en milieu d'hiver. Ils étaient tels que Rurisque les avait décrits, et le premier bateau de guerre achevé fut baptisé de son nom. Je crois qu'il aurait compris le geste, mais qu'il ne l'aurait pas tout à fait approuvé. Le plan de Subtil avait fonctionné. Depuis bien des années, Castelserre n'avait plus de reine, et l'arrivée de Ketriken suscita l'intérêt du peuple pour la cour. Le décès tragique de son frère, la veille du mariage, et sa vaillante façon de l'affronter avaient capté l'imagination des gens. Son admiration évidente pour son nouvel époux faisait de Vérité un héros romantique, même aux yeux de ses propres sujets. Ils formaient un couple remarquable, par le contraste de la jeune et pâle beauté de Ketriken et de la force sereine de Vérité. Subtil les exhiba lors de bals qui attiraient tous les nobliaux de tous les duchés, et en ces occasions, Ketriken parla avec éloquence de la nécessité de s'unir pour vaincre les pirates rouges. Alors,
Subtil débloqua des fonds, et malgré les tempêtes d'hiver, la fortification des 6 duchés commença. De nouvelles tours furent bâties, et les volontaires affluèrent pour les garnir. Les charpentiers de marine se battaient pour avoir l'honneur de travailler sur les navires de guerre, et Bourg de Castelser était envahi de volontaires prêts à s'embarquer. Pendant une brève période, cet hiver-là, les gens crurent aux légendes qu'ils inventaient, et l'on eut l'impression de pouvoir triompher des pirates par la seule force de la volonté. Je me défiais de cette humeur, et en regardant Subtil l'encourager, je me demandais comment il pourrait encore l'entretenir lorsque les forgisations reprendraient. Je dois encore parler d'un autre protagoniste de ce récit, qui se trouva mêlé au conflit et aux intrigues par pure loyauté envers moi. Jusqu'à mon dernier jour, je porterai les cicatrices des blessures qu'il m'a infligées. Il avait planté profondément et à plusieurs reprises ses crocs usés dans ma main avant de parvenir à me sortir du bassin. Comment il y a réussi? Je ne le saurai jamais. Mais sa tête reposait sur ma poitrine quand on nous découvrit. Les liens qui le rattachaient à ce monde s'étaient rompus. Fouineau était mort. Je crois qu'il avait donné sa vie librement, en se rappelant notre affection mutuelle lorsque nous étions chiots. Les hommes ne pleurent pas leur mort avec l'intensité des chiens, mais nous pleurons de longues années.